Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous avançons dans ces commentaires que je vous donne sur l'œuvre magistrale de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Nous en sommes au 3e volume, au chapitre 10. Encore une fois, je ne vous donne pas tous les détails, mais je crois que ce qui est important à comprendre, c'est que les mêmes effets donnent toujours, les mêmes causes donnent toujours provoquent toujours les mêmes effets. Quand on lit Monseigneur Gaume, on pourrait avoir l'impression que les révolutionnaires de 1793, par exemple, vraiment étaient un peu fous, exagérés. Mais en fait, ils sont parfaitement logiques. C'est ce qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens vont nous dire, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, on est en 2020, les risques de dérapage tels qu'on les voit en 1789 ou 1793 ne peuvent pas exister pour aujourd'hui. Mais bien sûr que ces risques existent. Parce que, encore une fois, c'est le principe de causalité. Il n'y a pas d'effet sans cause. Les causes étant les mêmes, les effets sont en général les mêmes, même s'ils peuvent avoir un vernis qui est différent. Quand j'étais aux États-Unis, souvent les gens me disaient, mais monsieur l'abbé, vous comprenez, la révolution américaine de 1776 est tout à fait différente de la révolution française de 1789. Parce que la révolution française de 1789 est une révolution sanglante. Alors que la révolution de 1776 est une révolution parfaitement calme aux États-Unis. Et je répondais toujours la même chose en disant, les principes sont les mêmes, messieurs. Les principes sont les mêmes. Si la révolution française fut une révolution sanglante, c'est vrai, c'est parce que précisément la révolution a dû détruire des principes catholiques qui étaient ancrés dans la nation. Avec le protestantisme américain, la révolution de 1776 a pu passer comme le couteau passe à travers le beurre, parce que justement les esprits étaient déjà contaminés par le protestantisme. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens accepteraient exactement les mêmes horreurs parce que les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Donc voyons, continuons d'examiner un peu en suivant Monseigneur Gaume ce qu'il dit et les avertissements qu'il nous donne. Certes, ces textes ont 164 ans. Il a écrit ces textes en 1856. Eh bien, malgré leur âge, encore une fois, ces textes n'ont pas pris une seule ride. Il est important de comprendre les principes qu'explique Monseigneur Gaume pour se protéger. Voilà par exemple jusqu'où allait la révolution 1793. Voilà une des lois révolutionnaires. Qu'il soit l'ennemi de tous les Athéniens et qu'il soit impunément mis à mort celui qui renverserait le gouvernement républicain en celui qui, après sa destruction, accepterait une magistrature. Que ses biens soient vendus, excepté la 10e partie que l'on consacrera à Minerve. Celui qui le tuera ou conseillera de le tuer sera pur de meurtre. Que tous les Athéniens, chacun dans sa tribu dans l'assemblée générale, jurent au milieu des sacrifices qu'ils n'épargneront jamais quiconque tenterait ou seconderait de pareils crimes. Le régicide établit en principe le meurtre de Louis XVI, la condamnation à mort de tous les rois, l'assassinat juridique de plusieurs milliers de victimes, les arrêts sanglants du tribunal révolutionnaire, la formation d'un corps de tyrannicides, ne sont que l'application littérale de cette loi d'Athènes inscrite
dans le Code révolutionnaire sous le titre de serment de haine à la royauté et d'inviolabilité de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon les principes républicains, toute personne qui ose manifester son opposition d'une façon ou d'une autre, même de façon purement verbale ou par écrit, à la République, toute opposition aux principes républicains sera sanctionnée par, d'une part, le vol, le vol de tous les biens de cette personne et par sa mort. Ceci n'empêche pas la Révolution de prétendre accepter le principe de la liberté de pensée, la liberté de presse. Elle prétend qu'elle va donner la liberté de penser. Mais en fin de compte, cette liberté de penser n'est accordée qu'à ceux qui pensent bien. La liberté de presse n'est accordée qu'à ceux qui impriment des choses bien révolutionnaires. La liberté d'action n'est accordée qu'à ceux qui marchent dans le chemin préparé par la Révolution. Mais si vous pensez mal, si vous écrivez mal, si vous agissez de façon contraire à la Révolution, à ce moment-là, vous perdez tous vos droits humains. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et ça, c'est toujours le principe. Toute personne qui serait opposée au principe révolutionnaire est condamnée à mort. C'est le principe de 1793. Et on le voit très bien aujourd'hui dans cette panique monumentale qui est provoquée de façon intentionnelle, c'est clair et net, à propos du coronavirus. Eh bien, on le voit très bien. Tous ceux qui osent même critiquer d'une certaine façon cette panique organisée par le gouvernement, eh bien, sont immédiatement condamnables et on va crier haro sur le bonnet. Vous voyez? Donc, grâce à leur éducation classique, c'est ce que dit ici Monseigneur Gaume, tous sont animés des mêmes sentiments républicains. Tous ont pris au sérieux les vieilles vertus des Grecs et des Romains, leur engagement de quel aliment intellectuel ils se sont nourris. Et la nourriture intellectuelle des révolutionnaires de 1793 est exactement la même nourriture intellectuelle qui a nourri l'esprit des gouvernants actuels en France. Vous voyez? Il faut bien comprendre cela. On sent très bien qu'ils cherchent par tous les moyens à déstabiliser totalement le pays pour des raisons électorales, tout simplement, pour pouvoir prendre le contrôle total du pays. Voilà d'autres textes cités par Monseigneur Gaume. Qu'on envoie pour 10 ans en exil quiconque est trop puissant pour la République. C'était une ancienne loi des Athéniens, le peuple exilait ceux qui lui étaient odieux ou suspects à cause de leur richesse, de leur grande qualité ou de leur renommée. Vous avez une tête qui dépasse un peu celle des autres, on la coupe. Vous avez une intelligence un peu plus développée que celle du voisin, on la détruit. La Révolution donc perfectionne la loi d'Athènes, ce n'est pas en exil, mais à la mort qu'elle envoie ceux qui lui sont odieux ou suspects. Les lois atroces donc qu'elle va prendre et qu'elle rend contre les riches, les nobles, les suspects en général, sont la loi d'Athènes mise en pratique sur une vaste échelle et avec une cruauté digne de Dracon. Donc cette loi énonce clairement le principe païen commun à Sparte et à Rome, que c'est la loi qui fait la propriété. La Révolution proclame ce principe de l'Antiquité, la nation fait la loi, dit Mirabeau, la loi fait la propriété. Donc vous êtes contre le principe révolutionnaire, vous êtes contre la liberté, l'égalité et la fraternité, vous êtes indigne de rester dans le pays. Je vais vous en donner une preuve qui me semble extrêmement intéressante. Au moment des élections, nous sommes en pleine période électorale, comme vous le savez. On voit très bien avec quel soin jaloux le gouvernement cache systématiquement le chiffre le plus important pour moi dans tous les résultats électoraux. Il y a un chiffre qui est systématiquement occulté. Ce chiffre, c'est celui des gens qui en France sont en âge de voter et qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, c'est-à-dire qui n'ont pas de carte d'électeur. Ce chiffre n'est jamais publié.
On va publier tous les chiffres pour chaque groupe politique. On va publier le nombre des bulletins blancs, le nombre des bulletins nuls, etc. On ne donne jamais le nombre des gens qui sont en âge de voter dans la commune et qui ne participent pas au vote parce qu'ils n'ont pas de carte électorale, sous-entendu parce qu'ils n'en veulent pas, même dans les petits villages. Ici, j'ai vu les résultats sur Padiès où il y a quelque chose comme 140 personnes qui votent, qui sont inscrits sur les listes électorales. Ils se gardent bien de publier le nombre des gens qui sont en âge de voter sur la commune et qui n'ont pas de carte électorale. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans leur système. À partir du moment où vous êtes en République, vous devez voter. Certes, en France, au moins jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'obligation de voter, ça va vite arriver, enfin pour le moment, ce n'est pas encore le cas, au nom d'une soi-disant liberté, mais on sent très bien que celui qui refuse d'utiliser son pouvoir de voter est exclu systématiquement littéralement de l'âme du pays. Donc on va vous dire, votez pour n'importe qui, votez nul, votez blanc, mais votez. Non, justement, parce que je refuse catégoriquement en tant que catholique et prêtre, encore plus, de mettre le bout de mon petit doigt dans un système qui est complètement pourri. Si je vote, je participe à un système. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce que je ne veux pas. La seule personne à ma connaissance qui a parlé de ce problème, qui a donné un nombre, je ne sais pas d'où il tient son chiffre, c'est Asselineau, qui aurait dit, je l'ai entendu une fois dans une conférence, dire qu'il y avait 4 millions de personnes dans ce cas-là. À mon avis, il y en a même beaucoup plus. Mais déjà 4 millions, c'est énorme. Vous voyez, on rentre dans un système. C'est ce que veut la révolution. Rentrer dans le système. Tout ce qu'on vous demande, c'est rentrer dans le système de liberté, d'égalité, de fraternité. Après, vous pensez ce que vous voulez, ça nous est égal. Mais vous rentrez dans le système. Donc, poussé ainsi par les théories classiques d'individualisme et de décentralisation qui inspiraient la Révolution, la Convention nationale, constituant la dette publique en 1793, décide que l'État prend à sa charge les dettes des communes et qu'il vendra à son profit les biens communaux. En vertu du même principe, elle avait dès le début supprimé les corporations d'art et de métier. La Révolution ne peut pas supporter quelqu'un qui n'accepte pas le principe révolutionnaire lui-même. Donc ils prétendent décentraliser tout, alors qu'en fait, ils veulent une centralisation totale. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, ils vont célébrer par une fête l'application de la doctrine la plus antisociale que le despotisme ait jamais inventée, dit Monseigneur Gaume. Ils vont récompenser par des couronnes civiques les premiers violateurs publics du droit de propriété, le tout arrosé de vin de champagne et orné de fleurs mythologiques. Dans quel siècle chrétien trouve-t-on quelque chose de semblable, dit Monseigneur Gaume. Pour être témoin d'un pareil spectacle, ne faut-il pas remonter aux plus mauvais jours de l'Antiquité païenne alors qu'on élevait des autels aux dieux des voleurs? Voilà pour le droit public. Alors, on en arrive évidemment à tout faire pour détruire les fondations mêmes du catholicisme pour être sûr qu'il ne pourra plus jamais ressusciter d'entre les morts. Et comme la fondation du catholicisme, c'est la famille, donc ils vont tout faire pour détruire la famille. D'où l'introduction du divorce. Ils vont aller jusqu'à dire, c'est une des lois révolutionnaires, que tous les enfants légitimes partagent également entre eux l'héritage paternel pour détruire le droit d'aînesse et détruire donc les propriétés familiales. Ils vont également pousser les mères à donner aux enfants illégitimes les mêmes droits qu'aux enfants légitimes afin de détruire le principe même de la famille catholique. Voilà un texte des révolutionnaires. Personne ne peut commander dans la tombe. Poursuivons donc l'aristocratie jusque dans les tombeaux. Ils se rendent même plus compte, ces révolutionnaires, qu'ils coupent la branche sur laquelle eux-mêmes sont assis. Ils veulent détruire l'aristocratie, mais il existe une aristocratie révolutionnaire. Robespierre et ses petits amis étaient les aristocrates de la Révolution. Donc, la loi qui limite le droit de tester
porte une atteinte mortelle à la liberté et au droit de propriété, disent les révolutionnaires, à l'autorité paternelle et à la famille. Donc la liberté de tester est l'expression adéquate de la souveraineté du citoyen français, la propriété étant la légitime conquête de la liberté de l'homme sur la matière, et le testament étant la plus énergique expression de la liberté du propriétaire. Il s'ensuit que tant est la liberté civile dans un État, tant y est le testament. Mais à condition que vous testiez dans le sens révolutionnaire. Donc, sous prétexte d'une égalité chimérique, la Révolution a donc réduit la liberté de tester et par conséquent le droit de propriété à de faibles proportions. Vous avez le droit d'être propriétaire à condition que vous utilisiez ces biens dans le sens révolutionnaire. En vertu du même sophisme, d'ailleurs, la Révolution considère les enfants comme copropriétaires du patrimoine domestique. C'est une idée fausse qui brise complètement l'autorité paternelle en lui ôtant sa meilleure sanction et condamne la famille à une instabilité sans fin. C'est pour cela que la Révolution va déraciner complètement, les racines même de la famille. Donc, il sera interdit de maintenir l'intégrité du patrimoine ou de l'exploitation rurale. Le législateur force un morcellement, donc qui va détruire les fondements même de la famille. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas, en France actuellement, transmettre tous ces biens, par exemple, à l'aîné de famille, afin que les propriétés restent dans leur intégrité. Il faut diviser entre tous les enfants. Et comme il faut diviser entre tous les enfants, s'il y a par exemple un château de famille, une grosse propriété de famille, eh bien, il faut vendre la propriété pour diviser le revenu de cette propriété entre tous les enfants. Oui. Donc, on ne parle plus de puissance paternelle, loin des révolutionnaires, ces termes pleins de pouvoir et d'autorité absolue, formule de tyran, système ambitieux que la nature révolutionnaire indignée repousse. Renversons, disent les révolutionnaires, à jamais un système qui a fondé sur l'autorité, qui était fondé. Attendez, renversons jamais un système qui a été fondé sur l'autorité du chef de famille. Le père de famille est immortel comme la famille elle-même, car il revit dans ses successeurs, obligé jusqu'à la dernière génération à respecter sa volonté. Donc la Révolution enlève au droit de tester sa plus belle prérogative quand elle lui ôte les longues perspectives de l'avenir. Elle dépouille le mourant de toute influence sur sa postérité et efface tout esprit de tradition dans les familles. La Révolution va donc atteindre mortellement la famille elle-même. La plus légitime ambition de l'homme est de créer une famille. Or, au point de vue politique et social, la propriété foncière est le complément de la famille dont elle assure l'indépendance. Mais c'est de quoi la Révolution ne veut pas entendre parler. Avec l'indépendance de la famille, que devient le principe d'égalité universelle? Que deviennent l'individualisme et le morcellement indéfini de la propriété, deux choses nécessaires au despotisme absolu de l'État? Donc il faut détruire les fondements même de la famille, et pour détruire les fondements même de la famille, on va détruire évidemment les biens de famille, en obligeant ces divisions qui vont détruire justement l'intégrité familiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? En attendant, notre situation économique nous jette dans les mœurs qui ont signalé la fin de l'Empire romain. Les fortunes privées ayant été complètement renversées par la Révolution, les fortunes familiales ayant été renversées par la Révolution, les mariages sont tous devenus des mariages d'argent. Donc, les fâcheuses conséquences de cette loi révolutionnaire se manifestent sur plusieurs points essentiels dans l'organisation de la famille, du mariage et de la richesse. Donc, voilà les principes révolutionnaires expliqués par Monseigneur Gaume. Les enfants, habitués de bonne heure à la pensée qu'ils doivent arriver à la richesse par le seul fait de leur naissance, se montrent en général peu enclins au travail, souvent rebelles à la direction que voudraient leur donner les parents. Un des traits les plus apparents des mœurs actuelles est la perte des sentiments de respect et d'obéissance envers les supériorités sociales. Il doit être attribué à l'affaiblissement de l'autorité paternelle, désormais privée de sanctions. D'ailleurs, le père ne peut plus rien faire. Pour détruire une famille, détruisez l'autorité du père.
C'est pour cela qu'on a coupé la tête à Louis XVI. En coupant la tête à Louis XVI, je vous l'ai déjà expliqué souvent, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Coupant la tête aux pères de famille, la Révolution a détruit la stabilité même de la famille. Donc le droit à l'héritage a pour conséquence de porter chacun à faire entrer dans ses vues d'avenir les éventualités d'une riche alliance et de la mort des parents. Il porte une profonde atteinte à l'institution du mariage en substituant aux inspirations du cœur les calculs de la prévoyance. Vous voyez ? On voit très bien comment, encore une fois, la Révolution non seulement a arraché l'arbre, mais s'attaque aux racines pour être sûr que l'arbre catholique, l'arbre traditionnel, l'arbre familial ne pourra plus jamais repousser. Donc le principe même de la propriété est compromis par un régime, le régime révolutionnaire, qui privant chacun du droit de disposer de la chose qu'il a créée, réduit au fond la propriété, le propriétaire à la condition d'un usufruitier. La loi française, en attribuant à chaque héritier le droit de morceler l'héritage, attribue en fait à la partie la moins prévoyante et la moins expérimentée de la société le pouvoir de désorganiser les entreprises créées par les individualités les plus habiles de la génération précédente. C'est important de comprendre tout cela. Il est notoire, dit Monseigneur Gaume, également que les difficultés de partage engendrent presque toujours des méfiances qui aboutissent trop souvent au procès et à la rupture des liens de parenté. Le résultat politique de cette loi, celui que la Révolution ambitionnait le plus, est de désarmer les nations contre le despotisme et de ne laisser que des individualités sans force en face d'un pouvoir omnipotent. Et le despotisme condamné ici par la Révolution est d'abord le despotisme du père de famille. Détruire l'autorité du père de famille. Donc on donne les mêmes droits à tous les enfants, légitimes ou illégitimes. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, les principes sont les mêmes, les conséquences seront les mêmes. Et la famille a commencé à être détruite à ce moment-là. Regardez les résultats des courses aujourd'hui. La famille, virtuellement en France, a disparu, pratiquement disparu. Grâce, dit Monseigneur Gaume, à cet affaiblissement de l'autorité paternelle et à la dissolution du lien conjugal, la famille révolutionnaire réunira les grands caractères de la famille dans l'Antiquité classique. Comme toutes celles que nous avons rapportées, la loi du divorce fut préparée par les lettrés du collège. La loi du divorce, c'est la meilleure façon de détruire la famille. On détruit le principe de famille, en détruisant l'indissolubilité conjugale. Vous, s'écrie un révolutionnaire, immortel représentant de la nation française, réunis pour venger la nature et ses droits, anéantissez le despotisme matrimonial, rendez ses victimes aux bonnes mœurs en accordant le divorce. Donc les révolutionnaires ont le culot de dire que le divorce va amener les bonnes mœurs. Le divorce amène la promiscuité sexuelle. Ouvrez vos yeux, regardez ce qui se passe en France. Donc après la déclaration des droits de l'homme qui a brisé nos fers, écrit un autre révolutionnaire, je ne vois plus parmi nous que deux sortes d'esclaves, les époux liés par des nœuds mal assortis et les statues de la place des Victoires. Pourquoi les premiers traînent-ils encore leur barbare et impolitique chaîne? Que nos législateurs s'empressent de rendre au bonheur les seuls infortunés dont ils n'ont pas essuyé les larmes. Point de constitution sans l'entière destruction de l'ancien régime, point de constitution sans le reversement de tous les abus, de tous les préjugés. Et le premier préjugé qu'il faut détruire évidemment pour le révolutionnaire, c'est l'indissolubilité du mariage chrétien. Les révolutionnaires d'aujourd'hui l'ont parfaitement compris. Donc pourquoi la théorie du genre? Pourquoi le droit des LGBT et toutes ces horreurs? Le but est clair. Détruire le principe même de la famille. Le principe d'un homme et d'une femme unis à la vie et à la mort est incompatible avec la liberté révolutionnaire. Donc on détruit le mariage. Non seulement le mariage chrétien, mais même le mariage naturel. Parce que le mariage naturel ne peut exister sans l'indissolubilité, même sur un plan purement naturel. Donc on pousse au divorce, on pousse au changement de sexe,
On pousse à la liberté sexuelle absolument débridée pour être sûr que le principe de la famille va disparaître à un tel degré qu'il ne pourra plus jamais ressusciter. Voilà un autre texte écrit par un révolutionnaire. Après avoir pris les dieux à témoin de l'immoralité publique, pour y remédier, je ne connais qu'un moyen, le divorce. Encore une fois, ils osent dire que le divorce va détruire l'immoralité publique, alors que c'est exactement le contraire qui se passe. Autre texte révolutionnaire ahurissant, publié par Monseigneur Gaume. Verrons-nous plus longtemps les femmes victimes du despotisme des pères et de la perfidie des maris? Non. Nous voulons que toutes les nations reposent sur le bonheur et nous parviendrons à ce but en déclarant que le divorce est permis. Donc, par le divorce, on détruit la perfidie des maris et le despotisme des pères. C'est clair. Le divorce va donc faciliter ipso facto le caractère volage, si vous voulez, des gens qui ne seront plus justement liés par le lien matrimonial. Si un homme est lié par un lien matrimonial, même si c'est un païen, et qui croit encore un peu au mariage naturel, et qu'il a des enfants à la maison, il va travailler dur pour nourrir ses enfants. Il va rentrer le soir parce qu'il faut s'occuper de la famille. Si au contraire la famille n'existe plus, on va pousser l'homme à devenir de plus en plus volage. Et les révolutionnaires continuent le même principe. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose, comme disait Voltaire. Ils vont jusqu'à écrire, écoutez bien, dès que le divorce sera permis, il sera très rare. À Rome, il fut 400 ans en vigueur avant qu'on en usât. Historiquement, c'est totalement faux. On voit exactement la même chose sur le plan révolutionnaire dans la France révolutionnaire d'aujourd'hui. On a prétendu que en changeant les lois sur l'avortement, on allait diminuer le nombre des avortements. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. On a prétendu qu'en multipliant la possibilité de divorce, on allait stabiliser les familles. C'est exactement l'inverse qui se passe. L'Assemblée nationale, considérant combien importe de faire jouir les Français de la faculté du divorce qui résulte de la liberté individuelle dont un engagement indissoluble serait la perte, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit, le mariage se dissout par le divorce. Donc la Révolution reconnaît que le mariage indissoluble entraînerait la perte du principe révolutionnaire. Ces simples affirmations républicaines, révolutionnaires, sont la preuve de la nécessité pour le catholique de protéger la famille chrétienne. Justement parce que la meilleure façon de détruire les principes révolutionnaires dans les esprits, dans les cervelles, c'est justement de protéger l'indissolubilité du mariage chrétien. Et du mariage tout simplement. Autre texte révolutionnaire, dans la séance du 23 Fructidor de l'an 2, Cambacérès, rapporteur du comité de législation, parle en ces termes. Écoutez un peu ce que dit, jusqu'où ils vont. Le mariage est la loi primitive de la nature. Le célibat est un vice que le législateur doit poursuivre. La liberté personnelle est la première dans l'ordre de la nature. Elle doit être la plus respectée. Ce que la volonté fait, la volonté peut le changer. La volonté des époux fait la substance du mariage. Le changement de cette volonté en opère la dissolution, de là le principe du divorce. L'indissolubilité du mariage n'étant point une loi de nature, elle ne saurait être une loi de la société. Les rédacteurs du Code Napoléon, explique Monseigneur Gaume, maintiennent le divorce et mettent le mariage sous la dépendance absolue de l'État. C'est du césarisme tout pur. Donc la religion dirige le mariage par la morale, elle le sanctifie par ses rites, mais il n'appartient qu'à l'État de le régler par des lois dans ses rapports avec la société.
Aussi, c'est une maxime constante attestée par tous les hommes instruits que les empêchements d'irrimance et les empêchements qui rendent invalide un mariage ne peuvent être établis que par la puissance qui régit l'État. Le divorce sera une des lois, donc, de base de la famille républicaine. Voilà pourquoi la Révolution a tellement insisté pour le principe du soi-disant mariage civil. Il y a un mariage civil pour un catholique, mais bien chers frères, n'existe pas. Il y a les formalités administratives de l'union civile, mais qui n'a aucune valeur devant Dieu. Pour un catholique, seul le mariage devant l'Église catholique est sacramentel. Ce qu'on appelle le mariage civil n'est qu'un, si vous voulez, l'application de choses purement qui dépendent directement des lois civiles, en quelque sorte, pour les conséquences civiles du contrat matrimonial, mais n'a aucune valeur devant Dieu. Je dis toujours aux fidèles, mais malheureusement ils ne m'écoutent pas, c'est bien dommage, je dis quand vous allez au mariage, ce qu'on appelle le mariage civil, moi ce que j'appelle la formalité civile, parce que le mariage civil n'est pas un mariage pour un catholique. Quand vous allez vous occuper des formalités civiles, n'y allez pas en cravate et en complet veston. Vous y allez, bon, je dirais littéralement en tongs et en blue jean. Alors là, mettez les tongs et le blue jean pour bien montrer que c'est un papier purement administratif, comme une facture de téléphone ou une facture d'électricité. Donc c'est pour ça que la Révolution insiste tant dans tous ces textes que le divorce est une des lois fondamentales de la famille républicaine. Et poussant même jusqu'à des limites inconnues le principe d'émancipation, quelques-uns proposent de mettre au nombre des causes du divorce l'incivisme. Ça veut dire quoi? Monsieur est marié avec madame Intel. Bon, ils sont mariés devant Dieu et devant la société. Madame n'est pas d'accord avec les principes révolutionnaires. C'est un incivisme qui rend possible le divorce, simplement par le fait que madame n'est pas d'accord avec les principes révolutionnaires. Alors, on en arrive à des absurdités. Vous avez des textes révolutionnaires ici cités par Monseigneur Gaume, qui dit que la facilité d'une rupture rassure les âmes timides et la possibilité du divorce, qui rend libres les époux de se séparer, va entraîner qu'ils seront plus unis. Alléluia. Donc les révolutionnaires vont jusqu'à dire que la possibilité du divorce va unir davantage les époux. C'est vraiment, comme on dit vulgairement, prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Et comment voudriez-vous, note Monseigneur Gaume, comment voudriez-vous qu'il en fût autrement? Tant que vous sèmerez de l'ivraie, vous récolterez de l'ivraie. Continuez comme vous le faites, dit-il, de passionner la jeunesse lettrée par l'antiquité païenne. La jeunesse admirera l'antiquité païenne et l'âge mûr s'efforcera d'en reproduire les théories et les institutions, celles surtout qui favorisent les mauvais penchants de la nature humaine. Nous irons même au-delà, ou pour mieux dire, nous tomberons plus bas que les peuples païens, car la chute se mesure à la hauteur de laquelle on tombe. Et on le voit très bien aujourd'hui, nous sommes tombés encore plus bas que les barbares des premiers temps après l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus bas, parce que même chez les barbares, même chez les Romains, il y avait encore un peu le respect de l'autorité, qui a complètement disparu aujourd'hui. Autre principe bien expliqué par Monseigneur Gaume, là nous en sommes au chapitre 12 du volume 3. Le règne de l'homme, dit-il, c'est le règne de la force, d'après les révolutionnaires. L'instrument de la force, c'est le soldat. Donc toutes les républiques de l'Antiquité sont organisées d'après ce principe. Avoir des citoyens soldats, les avoir vigoureux et robustes, en avoir le plus possible, tel est le but de leurs institutions conjugales et de leur éducation.
S'inspirant des plus immondes doctrines de Platon dans sa République, la Révolution pousse par tous les moyens à la production des enfants, proscrit toute infamie de naissance et va jusqu'à honorer par des récompenses nationales l'acte criminel qui donne des défenseurs à la patrie. Des enfants pour faire des soldats. Calqués sur le modèle de l'Antiquité, ces systèmes pédagogiques ont pour but principal, ainsi que nous le verrons plus tard, de former des soldats et des soldats vigoureux. C'est pour cela que la République est toujours en guerre. Et donc que le célibat est un vice, encore une fois, que le législateur doit poursuivre. Autre principe expliqué parfaitement bien par Monseigneur Gaume. La liberté des cultes est une loi fondamentale et la plupart des doctrines religieuses autorisent le divorce. La faculté du divorce se trouve donc liée parmi nous à la liberté de conscience. Qui dit liberté de conscience entraîne la liberté de religieuse, et la liberté religieuse entraîne la faculté du divorce. Or, l'Église catholique enseigne l'indissolubilité du mariage chrétien, donc l'indissolubilité du mariage chrétien, élément essentiel de la foi catholique, va contre le principe révolutionnaire, d'où persécution de l'Église catholique. Donc pour la Révolution elle-même, le divorce est donc un pas de plus vers la belle Antiquité, et le moyen d'obtenir rapidement des générations républicaines qui remplaceront les générations monarchiques. On peut même aller plus loin en disant que tant que le principe du divorce ne sera pas institué dans les mœurs et dans les intelligences, il ne sera pas possible d'éviter d'avoir des enfants avec des principes monarchiques. Donc il faut le pousser à coups de bâton littéralement, ce principe du divorce dans les esprits, afin de former des enfants qui formeront des générations républicaines. Une fois placé sur cette pente glissante, la logique l'entraîne au-delà de toute borne. Après le divorce, la bâtardise, en attendant la promiscuité. Comme ils l'ont fait pour le divorce, les lettrés commencent la réhabilitation de la bâtardise et de la bêtise. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, les révolutionnaires vont aller jusqu'à dire que la loi qui flétrit le bâtard est un crime, que les lumières et la force de la raison doivent réhabiliter les malheureuses mères naturelles, qu'il n'est pas juste de conserver un préjugé funeste lorsque tant d'autres disparaissent à mesure que notre génération s'avance, qu'il y a un excès de fanatisme à jeter de l'infamie sur deux êtres chers à la nature, qu'à l'abolition de ce préjugé corrupteur, la France devra d'excellents citoyens et une partie de son bonheur. Donc donner les mêmes droits aux filles mères et aux mères de famille catholiques, et vous allez augmenter le bonheur des Français. Voilà où on en arrive. Donc les révolutionnaires vont demander une loi qui permette aux mères d'enfants naturels de leur laisser leur succession et qui rend les enfants naturels habiles à recevoir des legs universels. La patrie pourra acquérir alors des hommes précieux. On voit que les principes sont toujours les mêmes. Donc on encourage le mariage dans la mesure où les hommes font beaucoup d'enfants pour assurer les forces de la République et son triomphe. C'est dans cette dernière considération surtout que se révèle tout l'esprit de l'Antiquité. On veut bien les enfants à condition qu'ils forment des hommes républicains et que les enfants soient républicanisés. Donc sous-entendu, un mariage qui donne naissance à des enfants qui ne sont pas imprégnés des principes républicains n'a aucune raison d'être. Donc une des lois républicaines va aller jusqu'à accorder une gratification de 50 livres à toute fille qui deviendra mère. On ne rougit pas de nous proposer et nous fit passer en loi la gratification de 50 francs à toute fille qui deviendra mère, dit la Révolution. Cette abominable démoralisation découlait naturellement des mœurs à la mode de l'époque. On avait fait de la raison une déesse dont l'échafaud était l'autel et on y sacrifiait au crime en émoulant la vertu. Ainsi en était-il, dit Monseigneur Gaume, quoiqu'avec moins d'impudeur peut-être dans l'Antiquité païenne. La déification de la chair, l'homme au pied de Vénus,
Voilà le terme inévitable auquel aboutit toujours l'apothéose révolutionnaire. S'il entrait dans notre plan de pousser plus loin l'étude de la législation révolutionnaire, on serait étonné de voir combien de lois, parmi celles qui régissent l'Europe actuelle, sont d'origine païenne. Et presque personne ne s'en doute. Et ce qu'il y a de plus sérieux, presque personne ne s'en effraie, dit Monseigneur Gaume. Comme si les sociétés pouvaient rester chrétiennes en conservant dans leur sein et en s'assimilant par tous les moyens possibles des éléments païens. Comme si les sociétés chrétiennes, en redevenant païennes, ne devenaient pas ingouvernables. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, parce que la société chrétienne pousse au principe d'autorité, car toute autorité vient de Dieu selon le catholique. Au contraire, la Révolution veut détruire le principe même d'autorité. Donc, il demeure établi qu'en matière de droit constitutionnel, la Révolution emprunte aux constitutions antiques et que nous leur devons les axiomes suivants. Donc, Monseigneur Gaume explique ces principes révolutionnaires. Le genre humain a commencé par l'état de nature, c'est-à-dire par l'état sauvage, c'est la théorie du bon sauvage de Rousseau. Un contrat synagmatique est la base de la société humaine. Le peuple jouit d'une souveraineté absolue, sans dépendance, sans contrôle. Tout pouvoir émane du peuple qui en juge et dépositaire. L'Église est dans l'État. L'enfant appartient à l'État avant d'appartenir à ses parents. Tous les cultes sont politiquement indifférents dès qu'ils dépendent du souverain et qui ne trouble pas l'ordre extérieur. L'insurrection est un droit, quelquefois un devoir, l'égalité universelle la première condition de la liberté, la centralisation est un principe d'ordre de stabilité. En matière de droit civil, résume Monseigneur Gaume, c'est la loi qui fait la propriété, le père de famille n'a pas le droit de tester suivant sa volonté, le morcellement indéfini de la propriété est une source de prospérité publique, le mariage dépend entièrement de l'autorité civile. Le divorce est une loi du mariage, puis une foule d'autres lois, décrets, arrêtés qui enveloppent notre existence tout entière comme un vaste réseau. Si à tous ces principes de droit constitutionnel et civil on ajoute les maximes légales, en nombre incalculable, puisées aux sources classiques, on aura la preuve matérielle que l'œuvre législative de la Révolution est dans son ensemble comme son œuvre religieuse, un calque de l'Antiquité, et dans ses détails un composé bizarre d'éléments spartiates, crétois, athéniens et romains, formant, selon l'expression de Chateaubriand, un habit d'arlequin sur le dos de la République française. Et bien, la République actuelle a toujours ce même habit d'arlequin sur le dos. Et donc, Monseigneur finit cette partie en disant, citant Erasme, « Saint Socrate, priez pour nous. Sancte Socrates ora pro nobis. » Monseigneur Gaume va ensuite, au chapitre 13, on avance, détailler les institutions sociales qui révèlent clairement l'esprit générateur de la Révolution pour faire pénétrer dans les mœurs ces institutions sociales républicaines anticatholiques. Des constitutions et des lois naissent les institutions sociales. Celles-ci, dit Monseigneur Gaume, sont aux premières ce que l'expression est à la pensée, le corps à l'âme, établies pour les sens, elles font passer dans les mœurs les constitutions et les lois. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des lois antichrétiennes, il faut faire passer ces lois antichrétiennes dans les mœurs et dans les intelligences. La Révolution a compris cela à merveille. De là vient qu'elle attacha pour le moins autant d'importance à la rédaction du Code des institutions républicaines qu'à celle du Code civil. Donc j'insiste sur ce point essentiel chez Monseigneur Gaume, que les institutions sociales républicaines doivent passer dans les mœurs, les constitutions et les lois. Voilà pourquoi la Révolution introduit le divorce et introduit la promiscuité partout dans tout ce qu'elle touche, justement pour être sûr que ces principes révolutionnaires vont passer dans les mœurs. Le plus grand ennemi de ces principes révolutionnaires, c'est la famille chrétienne. La famille chrétienne stable, fondée sur l'autorité du chef de famille. Et on le voit très bien aujourd'hui.
Parce que les mêmes causes provoquent les mêmes conséquences. La famille dans l'esprit révolutionnaire d'aujourd'hui, en 2020, a littéralement complètement disparu. Et donc, les révolutionnaires disent, avec logique, nous avons la démocratie, il faut que nos institutions soient démocratiques. Et donc, littéralement, on sent très bien chez eux que le seul système politique acceptable, c'est le système d'une république démocratique, libérale, fondée sur les principes maçonniques de 1717. Ça laisse réfléchir. Donc la révolution va donner un code complet dont l'exécution métamorphosera si bien la France en pays d'antiquité que les peuples modernes ne la reconnaîtront plus. Tandis que les Athéniens, les Crétois, les Spartiates ou les Romains, s'y sortaient de leur tombeau et venaient la visiter, se croiraient dans leur patrie. D'abord, l'introduction du calendrier républicain change toute la vie sociale en France. Entre la France de la veille, la France catholique, et la France du lendemain, la France républicaine, elle place un abîme. Et des hauteurs du christianisme la fait descendre au naturalisme païen. Il faut couper toutes les habitudes catholiques. Tel est d'ailleurs le but avoué de la Révolution. Donc la régénération du peuple français, disent les révolutionnaires, l'établissement de la République ont entraîné nécessairement la réforme de l'ère vulgaire. Nous ne pouvions plus compter les années où les rois nous opprimaient comme un temps nous avions vécu. Les préjugés du trône et de l'Église, les mensonges de l'un et de l'autre, souillaient chaque page du calendrier dont nous nous servions. Vous avez réformé ce calendrier, vous y en avez substitué un autre. Donc, c'est ce que reconnaissent ce dont se félicitent les révolutionnaires. Donc, ils ont changé le calendrier, parce qu'évidemment, le calendrier traditionnel faisait référence à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Monseigneur Gaume va donner des détails. Le nombre septénaire, nombre 7, qui rappelle le grand ouvrage de la création, donc le dernier jour de la création, le 7e jour est le jour du repos, est remplacé par le nombre décadaire, le nombre 10. Le nom des mois fixe la pensée sur les variations atmosphériques et celui de chaque mois, au lieu de redire à l'homme les exemples et les bienfaits de quelques saints, offre à ses méditations une graine, une plante, un animal, un instrument oratoire. Quelle beauté! Cette méditation constante, obligée sur les productions de la bienfaisante nature, sur les instruments et les animaux de labour, aura pour effet non seulement de ramener l'homme au matérialisme antique, mais encore de faire des Français un peuple de Romains par l'amour de l'agriculture. Donc on détruit complètement le calendrier grégorien, calendrier catholique. Donc toutes les fêtes qui vont être introduites à ce moment-là, ces fêtes révolutionnaires, ces fêtes républicaines, qui sont en fait des fêtes religieuses pour eux, parce que la République est une révolution, est une religion. Les fêtes religieuses ont, comme les fêtes civiles, pour but final l'apothéose de l'homme. L'homme retournant à l'antiquité païenne, l'homme seul, l'homme partout et toujours, voilà le refrain de chacune de ces fêtes. Ce même refrain va nous être répété par les fêtes dont il nous reste à parler et qui forment une partie importante des institutions sociales de la Révolution. Et Monseigneur Gaume va donner des tas de détails sur toutes les nouvelles fêtes républicaines, les nouveaux changements introduits dans les mœurs, justement pour faire rentrer dans les familles les principes républicains afin de décomposer le principe même de la famille. À toutes ces fêtes que la République est établie en son honneur, pour l'apothéose de l'homme, puisque c'est le but, dont le nombre dépasse celui des fêtes consacrées à Dieu et aux saints par l'Église catholique, l'homme veut qu'on assiste sous peine de mort. Donc tous ceux qui ne se réjouiront pas dans ces fêtes révolutionnaires seront condamnés à mort. Et entre toutes ces solennités révolutionnaires, les plus significatives sont ce qu'ils appelaient les apothéoses. Elles forment une partie essentielle des institutions sociales de la Révolution et comme le couronnement de son œuvre liturgique. Donc la Révolution, le principe républicain révolutionnaire n'est pas simplement une religion pour eux, mais pire que ça, les lois vont représenter la partie liturgique de cette révolution.
Marat, un des révolutionnaires, va jusqu'à dire « La France ne sera libre, heureuse et puissante qu'après avoir tué 270 000 aristocrates et les 3/4 des membres de la Convention. Si vous ne m'accordez les têtes que je demande dans la justice, le peuple indigné en fera tomber bien d'autres dans sa fureur. » Et ces rugissements du tigre, dit Monseigneur Gaume, trouvèrent de l'écho et des hommes se montrèrent inconsolables de n'avoir pas vu accomplir la boucherie demandée par Marat. Ils sont devenus complètement fous. Donc ces révolutionnaires vont mettre, si vous voulez, dans l'esprit des révolutionnaires eux-mêmes, cette férocité d'âme, une âme de sang et de boue, où bouillonnent les passions les plus violentes et les plus lubriques. La volonté qui s'unit dans ces âmes à la cruauté. C'est un païen du paganisme complet. Les mœurs de ces gens-là, surtout de Marat, sont tellement infâmes que, par exemple, dans le cas de Marat, son corps dévoré par les maladies honteuses exhale une odeur de putréfaction. De leur côté, donc les Jacobins logiques avec eux-mêmes, prévenant l'apothéose officielle, placent Marat parmi les divinités qu'ils invoquent dans leur fureur. Elle devient bientôt la plus terrible. Son image préside à leurs séances. Dans ces jours de sanglante mémoire où il faut, sous peine de mort, donner quelques signes de patriotisme, chacun se croit obligé d'avoir sur sa cheminée quelques petites figures de Marat qui lui servent de paratonnerre. Donc Marat remplace le crucifix, rien que ça. Avec des litanies composées par les tribunaux révolutionnaires. Et ici, Monseigneur Gaume en cite une. Cœur de Jésus, cœur de Marat. Cor Jésus, cor Marat. Ô sacré cœur de Jésus, ô sacré cœur de Marat. Cor sacrum Jésus, cor sacrum Marat. Vous avez les mêmes droits à nos hommages. Donc on place Marat, le cœur de Marat, au niveau du sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle horreur! Donc ce n'était pas assez de temps d'honneur. Le président de la Convention, explique Monseigneur Gaume, appelle Marat un saint. Et le président des Jacobins le met bien au-dessus du sauveur du monde. Afin de perpétuer son culte, on lui assigne un jour dans le calendrier. Et sa fête est fixée au 4 août. La France en délire imite Paris. La fête du dieu Marat est célébrée solennellement aux extrémités opposées de la République. Donc malgré les détails déjà longs sur l'apothéose de Marat, Monseigneur Gaume ne craint pas de donner ici la description de certaines de ces fêtes pour montrer jusqu'où allait la folie révolutionnaire. Il faut enfin qu'on apprenne par des faits multipliés jusqu'où l'enivrement de la liberté républicaine, fruit de l'éducation de collège, avait conduit la génération révolutionnaire et où il peut nous reconduire encore. Il disait ça en 1856, ça s'applique aussi en 2020. Le sang des victimes ne manque pas aux dieux anthropophages dont la France élevait les autels, car la mort de Marat, il a été assassiné par Charlotte Corday, la mort de Marat avait décuplé la rage des proscripteurs et le travail des bourreaux. Il faut avoir assisté à ces funérailles sacrilèges pour se trouver le courage d'y croire. On se croirait au temps des Aztèques, des princes aztèques qui assassinaient des dizaines de milliers de jeunes pour offrir au Dieu Soleil le sang de l'innocence. Toutes ces funérailles sacrilèges eurent partout le même caractère. Elles offrirent partout le même spectacle avec les mêmes particularités et on peut s'en reporter à mon essai. Il va donner tous les détails. Je n'ai pas le temps d'aller à travers ces détails, ce serait beaucoup trop long. Monseigneur Gaume explique, le cortège pour l'enterrement de Marat s'ouvrit par une meute d'hyènes à 2 pieds, ivre de liqueur forte et altérée de carnage. Elle roulait ses flots confus devant des tambours lugubres et voilés, en hurlant des imprécations obscènes et féroces qui n'avaient rien de la voix de l'homme. C'étaient les prêtres de Marat, c'étaient ses hymnes et ses cantiques. Le démon ne se cache même plus pour opérer. Donc pour célébrer ces grands hommes, chanter ces victoires, exciter ces guerriers au combat, l'Antiquité avait demandé aux arts leur concours. Que font ordinairement les peintres, les sculpteurs, les poètes de la Grèce et de l'Italie, sinon glorifier l'homme, soit en reproduisant ses traits,
soit en exaltant ses hauts faits, quelquefois même en déifiant ses passions sous la forme de divinité. Et la Révolution imite fidèlement cet exemple des anciens. Rouget de Lise, Lille, Chénier, Dessorgues, Lebrun, Méhul, Gossuc, Beauvalet, David sont ses sculpteurs, ses peintres et ses poètes. Cherchez une statue, un tableau, une gravure, une pièce poétique de cette époque qui ait pour but de glorifier une idée, un objet de l'ordre surnaturel. Vous n'en trouverez pas. Peinture, sculpture, poésie, tout se réduit au naturalisme païen dans lequel l'homme lui-même s'est renfermé. Encore une fois, la Révolution, c'est le culte officiel de l'homme, c'est l'apothéose de l'homme qui prend la place de Dieu. Et donc c'est pour tout, même pour la musique. Pendant que la Révolution institue, d'après le modèle de l'Antiquité, une musique destinée à accélérer le pas de ses guerriers vers la victoire et chanter les mannes chéries de ses défenseurs, elle provoque toujours, à l'instar de l'Antiquité, le rétablissement de certains usages civils qui doivent nous donner dans toute sa perfection la physionomie grecque et romaine. Donc, on va introduire les musiques révolutionnaires, les jeux militaires, les exercices gymnastiques, les courses de chars et de chevaux, qui formaient une partie essentielle des spectacles du cirque et des assemblées d'Olympie. Aux yeux de la Révolution, la France ne sera pas régénérée si tous ces usages ne prennent rang parmi ses institutions sociales. Et donc, ils vont introduire, afin de détruire encore un peu plus l'état de grâce des Français, la nudité partout, une nudité complète. En plaçant dans les rues et les promenades publiques, sur le bord des chemins et aux façades des maisons, des croix, des statues, des images de la très sainte Vierge Marie et des saints, le catholicisme voulait que l'homme exilé eût sans cesse devant les yeux le consolant souvenir de la patrie. La Révolution veut au contraire que l'Antiquité classique s'offre à tous ses regards, et la nudité complète de l'Antiquité va ainsi rentrer dans les habitudes, dans les mœurs, dans les habits. Et Monseigneur Gaume, c'est très intéressant, explique que c'est la raison pour laquelle la Révolution a à ce moment-là démontré la nécessité de ressusciter les Jeux Olympiques. Ça date de cette époque, la résurrection des Jeux Olympiques dans les esprits. Pourquoi? Parce qu'il fallait glorifier le corps de l'homme. Donc c'est une preuve ajoutée à 1000 autres de l'engouement que l'éducation de collège avait inspiré pour l'Antiquité païenne et de la conviction, peut-être plus sincère qu'on ne pense, où était la jeunesse révolutionnaire, que la régénération de la France consistait à copier le plus fidèlement possible les institutions et les usages d'Athènes et de Rome. Il y a même des évêques révolutionnaires, des évêques catholiques qui ont perdu la foi, qui vont soutenir des principes pareils. Entre autres, Monseigneur Gaume va citer l'évêque d'Autun, un évêque constitutionnel. Tout ce qui se fait, dit-il, en présence du peuple rassemblé, acquiert un caractère de grandeur que n'offre point la pompe des cérémonies privilégiées, le concours de la multitude, l'aspect des cieux, l'expression libre des sentiments, l'enthousiasme de l'âme naturalise dans les habitudes un maintien qu'on prendrait pour de l'orgueil si l'on ne savait point qu'il naît de l'usage de la liberté républicaine. Tels à Rome et dans la Grèce, les Jeux olympiques, les courses de chars, les applaudissements du peuple étaient autant de moyens d'entretenir parmi les citoyens l'amour de la gloire et le sentiment des vertus qu'elle fait naître. L'homme devient Dieu et prend la place de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de la Révolution. Donc lancé par les lettrés, arrivant peu à peu aux législateurs, le rétablissement des Jeux Olympiques, dit Monseigneur Gaume, suit, comme on voit, la même marche que toutes les autres résurrections de l'Antiquité. Alors, certains vont faire la remarque en disant « Mais monsieur l'abbé, on n'a pas le droit de dire ça, les Jeux Olympiques, c'est tout simplement le culte du sport. » C'est pas le culte du sport, c'est l'adoration du sport. Le sport est un moyen de garder votre corps en bonne santé. Et à ce titre-là, le sport est bon. Lorsqu'on adore le sport, on adore le corps humain. Et là, ce n'est pas bon. En plus, n'oubliez pas que le sport moderne a été complètement détruit par l'esprit de compétition et par le professionnalisme. On fait du sport pour gagner, on fait du sport pour gagner de l'argent.
On ne fait plus du sport pour maintenir son corps en bonne santé, donc on a tout changé. Ainsi, on fait rétrograder la France de 2000 ans, conclut Monseigneur Gaume. C'est incroyable comment ce prélat avait vu et compris toutes ces choses que nous sommes absolument incapables de comprendre aujourd'hui. Donc la Révolution agit exactement comme dans l'ancienne Rome. Il ne manque que la salutation des gladiateurs à César. César, moritevi te salutant. Ce que disaient les gladiateurs. César, ceux qui vont mourir te saluent. Donc, il est évident, Monseigneur Gaume réexplique les mêmes choses, je vous l'ai dit, il répète tout le temps les mêmes choses pour être sûr que ça rentre. Il va donc expliquer les mêmes choses avec des lumières différentes. Il explique donc que la Révolution n'a emprunté à l'Antiquité classique ni ses constitutions, ni ses lois, ni ses institutions sociales, ni ses fêtes, disent les prélats infectés de modernisme, déjà à son époque. Et donc, les modernistes de son époque, 1856, prétendaient que l'auteur exagéré du Ver rongeur, c'est Monseigneur Gaume lui-même, prétendait qu'on n'avait absolument pas le droit de dire que la Révolution avait emprunté à l'Antiquité classique ses institutions, ses lois, ses institutions sociales et ses fêtes. Donc voilà le texte de Monseigneur Gaume. Il faut être l'auteur exagéré du Ver rongeur, il parle de lui, pour soutenir qu'elle a été la mise en scène des études du collège. Toutefois, l'éducation moderne ne cesse de répéter, la perfection consiste à philosopher comme les Grecs et les Romains, à écrire, à parler, à peindre, à sculpter, à bâtir, à gouverner comme les Grecs et les Romains. La Révolution conclut naturellement que la perfection consiste à imiter en toutes choses les Grecs et les Romains, ces éternels modèles du beau, du bon, du bien. Et nous venons de l'entendre invitant par les discours de ses orateurs et l'exemple de la capitale toutes les provinces à s'amuser comme s'amusaient il y a 2000 ans Athènes, Rome et Sparte. Afin que la transformation soit complète, la voici qui dit à la France « Tu mangeras, tu t'habilleras, tu pèseras, tu mesureras, tu parleras comme la belle Antiquité. Quand tu auras fait toutes ces choses et que nos chrétiens t'aura substitué pour toi et pour tes enfants les plus beaux noms de la Grèce et de Rome, tu seras parfaite, je pourrai te montrer avec orgueil à mes amis et à mes ennemis. » Donc, la Révolution va donc proposer de convertir à l'usage, par exemple, des repas civiques, les églises et les chapelles. C'est un moyen, disent-ils, de plus d'arriver sans secousse à faire oublier les motifs de leur construction. Tant qu'il y a des chapelles debout, les gens vont se rappeler que ces chapelles ont été construites pour notre Seigneur. Tant qu'il y a des croix à nos chemins, à l'entrée de nos chemins, nos enfants vont se poser la question de savoir pourquoi il y a des croix. Seulement, disent les révolutionnaires, il faut avoir grand soin d'en bannir tout ce qui pourrait le plus légèrement retracer les idées attachées aux inepties et aux mensonges des cultes religieux. Donc, éliminons de la société civile tout ce qui peut rappeler, même de façon très lointaine, les inepties et les mensonges catholiques, disent les révolutionnaires. Donc tous ces régénérateurs de la France ne diront pas un mot sans consulter le vocabulaire de l'Antiquité classique. Ils n'en connaissent pas d'autres. Ils ont oublié simplement de préciser que chacun était obligé d'y assister, d'assister à toutes ces joyeuseries, ces fêtes républicaines, sous peine d'être suspect, c'est-à-dire sous peine de mort. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, Monseigneur Gaume enfonce le clou. Ce n'est pas assez pour la France révolutionnaire de se divertir, de manger comme les Athéniens et les Spartiates. Il faut aussi qu'elle s'habille à l'antique. S'habille à l'antique par le choix du costume, comme pour les constitutions et les lois, la Révolution fait un appel aux lettrés et aux artistes. Ils répondent par l'organe de Chénier que le costume français, surtout le costume officiel, n'est pas artistique et qu'il est sans dignité.
Mais au lieu de chercher des modèles dans les costumes du Moyen-Âge, si remarquables par l'ampleur, la grâce, la décence et l'appropriation au climat et au génie national, les révolutionnaires s'adressent à l'Antiquité classique. Afin d'être grecque et romaine de la tête aux pieds, la France portera d'abord le bonnet phrygien, souvenir du peuple aimable chez qui on vit naître la douce égalité. Rappelez-vous le nombre d'esclaves dans ces périodes antiques. Et donc même des détails, la perruque, alors fort en usage, n'est pas seulement aux yeux des lettrés régénérateurs un signe d'aristocratie, elle est encore un obstacle insurmontable à la nouvelle coiffure. Donc la Révolution décrète la suppression des perruques. Pourquoi? Parce que l'invention de la perruque était par elle-même très aristocratique et tendant à détruire tout principe d'égalité dans un pays libre, il fallait détruire la perruque. Ils sont logiques. Alors la Révolution va donner des tas de détails. Donc Monseigneur Gaume est allé aux sources, d'aller chercher tous ces textes. J'en donne quelques exemples ici. Les bras de la tunique que doivent porter les révolutionnaires ne doivent pas dépasser le coude, que le bras reste nu comme la main. Pourquoi craindrions-nous, disent les révolutionnaires, de montrer les muscles gonflés, les gros nerfs de nos bras? C'est la beauté de l'homme. Encore une fois, le culte de l'homme. Venons maintenant aux citoyennes, disent-ils. Vous aurez aussi votre tunique, mais elle sera plus longue que celle des citoyens. Je souhaiterais que vous puissiez la relever plus ou moins, disent les révolutionnaires, suivant votre goût. Si la nature vous a donné une jambe fine, bien faite, pourquoi, mesdames, la cacheriez-vous? Donc il est donc avéré que la volonté opiniâtre de la Révolution est de refaire complètement la France à l'image de la Grèce et de Rome. À ses yeux comme à ceux de la Renaissance, sa mère, l'habillement des peuples chrétiens du Moyen-Âge n'est pas moins gothique que leurs idées. Donc on rejette tout, on change tout pour qu'il n'y ait plus aucun moyen d'avoir une référence à l'ancien temps. Donc l'enthousiasme pour le costume classique va être poussé jusqu'à l'indécence la plus révoltante. Et Monseigneur Gaume donne en 1856 les détails suivants. Suivant le précepte de la décade philosophique, la robe fondue pour les femmes sur le côté doit être fondue sur le côté jusqu'au-dessous du genou pour laisser voir la jambe à découvert. Les jambes ornées de bracelets sont nues, ainsi que les pieds, dont les doigts portent des anneaux en diamant et en émeraude. Des simples sandales retenues par des bandelettes de couleur composent toute la chaussure. Une tunique drapée à l'athénienne dessine la taille et laisse à nu les bras et la gorge. Sur les épaules flotte une écharpe dont la couleur rouge rappelle la chemise des guillotinés. Malgré la rigueur de la saison, les femmes ne craignent pas de sortir dans ce costume plus que léger et des maladies inflammatoires suividement nombreuses sont le résultat de cet enthousiasme féminin pour l'Antiquité classique, note Monseigneur Gaume. Alors on ne se contente pas de changer les vêtements, on change aussi de langage. Pourquoi? Parce que le langage est à l'unisson des modes et des institutions sociales. Images, preuve, souvenir, maxime, comparaison, pensée, sentiment, tournure de phrase, tout est pris dans l'Antiquité, tout reflète les études de collège. Donc, il faut tout détruire et, je dirais, inonder le catholicisme par le sang pour que le catholicisme se noie. Ainsi demandant la destruction de la Vendée, l'extermination des émigrés, la destruction des tombeaux des rois, qu'il appelle des porte-sceptres, du sang, encore et encore du sang. Barrère, un révolutionnaire, s'écrie aux applaudissements de l'Assemblée: le temps de la Révolution est celui de la justice sévère. Les fondements des républiques commencent par la vertu inflexible de Brutus. Donc plus de guerre, plus de sang, plus d'assassinats, plus de couperettes, plus de guillotines pour découper les têtes et mettre tout le monde au même niveau. Ce langage révolutionnaire n'est pas celui de quelques démocrates isolés, ni celui des mauvais jours de la terreur. Tous l'ont appris au collège, dit Monseigneur Gaume. Et depuis le commencement de la Révolution, tous le parlent comme leur langue maternelle. Voulez-vous obtenir quelque chose?
Gardez-vous de citer notre histoire. Allez chercher vos exemples dans la vénérable antiquité païenne. Et c'est pour ça que pour le révolutionnaire, l'histoire de France commence en 1789. Et quand innocemment on demande « mais qu'est-ce qui s'est passé avant 1789 ?» on va vous répondre, la bouche en cœur, qu'avant 1789, c'est l'âge des ténèbres. Je l'ai moi-même vérifié plusieurs fois quand j'étais lycéen. On ne parle plus que de la Révolution, parce qu'avant la Révolution, eh bien, c'est l'âge des ténèbres. C'est exactement la même chose dans l'Église de Vatican II, mes bien chers frères. L'Église de Vatican II enseigne, ne s'en cache même plus, que l'Église, pour eux, commence en 1962. Pourquoi 1962? C'est le début de Vatican II. Et quand innocemment, un catholique demande, mais avant 1962, avant la mort du pape Pie XII en 1958, qu'est-ce qu'il y avait? Réponse, rien. Donc on détruit tout le passé. Il ne faut plus qu'il y ait quoi que ce soit qui amène les gens à comparer le moderne avec l'ancien. J'ai eu moi-même des problèmes, par exemple, en essayant de récupérer dans des ventes de bibliothèques organisées par les prêtres de l'Église de Vatican II. J'ai essayé de récupérer des anciens grégoriens, livres de grégoriens, missels, etc. Et les révolutionnaires de l'Église de Vatican II m'ont dit, il n'en est pas question, on les brûle. Je leur ai dit, je vous les rachète. Je vous donne de l'argent pour racheter ces livres parce que nous les cherchons partout, nous en avons besoin. Pas question, on les brûle. Ils préféraient brûler ces livres pour être sûrs de placer les catholiques dans l'incapacité de retrouver des livres traditionnels en matière de liturgie. Donc, vous voyez, il faut réfléchir à ces choses-là, mes bien chers frères. C'est malheureux à dire, mais j'ai réussi à trouver ces missels. J'ai toute une collection de missels ici que j'utilise pour les fidèles, dans les retraites aussi. J'ai récupéré ces livres, ces missels anciens, ces missels dont Lefebvre, entre autres, je les ai récupérés dans des bibliothèques laïques. Mais on ne peut pas les récupérer dans des bibliothèques religieuses. Les bibliothèques laïques nous les vendent sans problème, et même nous les vendent très bon marché. J'ai ainsi racheté dans une bibliothèque belge, il y a l'année dernière, j'ai racheté encore tout un stock de Don Lefebvre, de missels traditionnels latins, français de l'ancienne liturgie. J'ai acheté une caisse entière d'une vingtaine de livres comme ça pour quelques euros. Et j'étais même content de voir que ça allait servir à quelqu'un. Mais le révolutionnaire de l'Église de Vatican II préférera brûler ses livres plutôt que de nous les vendre même à prix d'or. Autre détail expliqué par Monseigneur Gaume. Donc, excepté pour le tutoiement et les mots de citoyen, de citoyenne, la France était libre de parler le langage grec et romain de ses régénérateurs. Donc, vous voyez, comme les mots ont de l'importance, donc on remet on détruit le vouvoiement, on détruit les termes de politesse, on détruit tout ça en introduisant, rendant obligatoire le tutoiement et les mots de citoyen, de citoyenne. On le voit tout à fait dans le monde moderne. Je regarde de temps en temps sur Internet des documentaires sur les pays, quand j'ai le temps. Et on le voit très bien. Il y a un documentaire qui est parfois intéressant qui s'appelle « Échappée belle ». Bon, j'ai regardé plusieurs documentaires de ce genre sur Internet et on voit certains des animateurs de cette série, il y en a qui sont imprégnés d'esprit révolutionnaire. Et on voit des petites jeunes filles de 20 ans ou de 30 ans ou de 25 ans qui organisent ces émissions, ces documentaires, qui parlent dans leur étude de tel pays, de telle région, à des gens qui ont l'âge d'être leur grand-père. Et on voit ces petites minettes, excusez-moi du terme, mais il n'y en a pas d'autres, qui parlant à un homme qui a 70 ans, donc l'âge d'être son père ou son grand-père, ça ne te dérange pas si on se tutoie, hein. Et puis on s'embrasse, et hop, on les embrasse de tous les côtés, et on tutoie ces messieurs qui ont l'âge d'être le grand-père de cette petite fille, cette petite jeune fille. C'est le monde à l'envers. Donc cette liberté ne tarde pas à disparaître.
Grâce au nouveau système des poids et des mesures, le riche et le pauvre, l'industriel et le manœuvre, l'habitant de la campagne comme le membre de l'institut, la cuisinière au marché comme la grande dame dans son salon, tout le monde, chez les révolutionnaires, dans l'esprit révolutionnaire, tous seront obligés, sous peine d'amende, de parler latin et grec en français. L'unité des poids et des mesures dont nous ne contestons pas les avantages fut proposée au nom du grand principe révolutionnaire. L'égalité universelle, présentée comme un moyen de propagande. Changer, toujours changer pour déconnecter les citoyens du réel. La philosophie aimera un jour, disent-ils, ces révolutionnaires, à contempler dans l'écoulement des siècles le génie des sciences donnant aux nations l'uniformité des mesures, emblème de l'égalité et gage de la fraternité qui doit unir les hommes. Ce nouveau moyen de cimenter l'unité de la République est encore un motif d'estime et de liaison entre les Français et les autres peuples. Ils se moquent du monde, mais ça marche. Donc il aura donc fallu, pour nos mesures linéaires, exprimer les fractions par des termes dérivés du grec, comme le mot mètre. Au lieu de décimètre, centimètre, millimètre, dire décatomètre, hécatomètre, chiliosomètre, ou bien en conservant les noms dérivés du latin, decies, centum, millet, substituer à mètre un mot également latin. Donc, casser toutes les habitudes. On reproche, remarque Monseigneur Gaume, à quelques écrivains du Moyen-Âge une grande licence à fabriquer des mots plus ou moins barbares. Et à vrai dire, ils n'y ont été surpassés que par les savants de nos jours. Encore les auteurs du Moyen-Âge ne forgent-ils des expressions latines qu'avec des éléments latins, tandis que nos savants physiciens, chimistes, médecins, botanistes, géologues et autres d'aujourd'hui, dit Monseigneur Gaume, se forgent chaque jour du français avec des rognures de grec, de latin, d'allemand, d'anglais accolés ensemble de telle sorte que ce n'est d'aucune langue humaine. Donc protégez votre langage, réapprenez à vos enfants, mes bien chers frères, à parler français correctement, à écrire français correctement, pour les protéger. La Révolution ne fait qu'imiter les exemples de la Renaissance. Pendant les 15e, 16e, 17e siècles, il est rare de trouver un érudit qui ne cherche pas à émailler ses livres de quelques mots grecs de son invention. En cela même consistait aux yeux de l'opinion une partie de la gloire littéraire. Donc les fils de la Renaissance disent que les auteurs du Moyen-Âge ont défiguré la langue latine en y introduisant des mots barbares, inintelligibles, hideux de forme et vides de sens. La liste abrégée qu'on va leur lire leur servira à prouver que leurs aïeux ont glorieusement réparé les fautes des temps de barbarie en enrichissant le latin et les langues modernes d'une foule de mots gracieux, intelligibles, agréables, de physionomie et riches de sens. Il le dit de façon évidemment humoristique, et Monseigneur Gaume va citer de longues pages de tous ces mots qui sont passés à la mode. Alors je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en aura des lignes et des lignes. Je vous cite les 3 premières lignes. Donc ils vont citer, les révolutionnaires vont utiliser des nouveaux mots, des figures de rhétorique, l'aciron, l'actiologie, l'agnacthèse, l'aleuse, l'amphidiostose, l'anaclase, l'anachénose, l'anadioplose, l'anacrèse, l'analepse, l'anancacon, l'anasève, l'anastrobe, l'antipophore, l'antimétabole, l'antisynagogue, l'antisagogue, l'antitécon, etc., etc., etc. C'est de la folie, mais ça marche. Et Monseigneur Gaume fait remarquer que Cicéron n'a presque jamais ouvert la bouche en son temps sans faire quelques-unes de ces figures. Par exemple, s'il dit « Les racines des lettres sont amères, mais les fruits sont doux », il fait un apophonisme. S'il dit « Qu'on sache bien que je n'ai rien voulu obscurcir, rien voulu taire », il fait une apoplanèse. En cherchant bien, on trouverait que lorsqu'on dit à quelqu'un « Bonjour » ou « Comment vous portez-vous », il faisait une tapinose. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en disant « il faut être fou pour nier qu'on doit faire mourir un assassin », il fait une prupergasie. Et en disant « regardez Rullus placé entre le camp romain et le camp ennemi », il fait une diatypose. Et en disant « oui, oui, le temps viendra », il fait un superbe diabole.
voyez, ceux qui m'écoutent vont se coucher moins bêtes ce soir, en sachant tout ça. Vous pourrez mettre ça dans vos lettres, ça fait très bien. Alors, Monseigneur Gaume se moque avec beaucoup d'humour de ce qui se passe. Alors, je vous cite ici certains passages pour vous montrer jusqu'où allait la bêtise révolutionnaire. Donc, Monseigneur Gaume disait, pour un bon discours, un discours vraiment cicéronien, il faut dans l'Exorde tant d'oxymorons, tant de prodiasaphèses, tant de strétolithons. La proposition doit être émaillée de mictérisme, d'antimétabole, de brachyépéis. Le corps du discours ne peut se passer de procatalepsie, d'anagioplose, de polysyntéton, de dépanadiphose. La péroraison réclame impérieusement l'épidortose, l'antizeugménon, la cathara, l'ométéléuton, et la prodiasaphèse. Sortis du collège, les jeunes rhétoriciens faisaient de leur mieux pour orner leur discours de cette belle variété de figures, ou du moins pour les émailler de mots grecs qu'ils avaient entendus comme étant devenus français. Et Monseigneur Gaume donne d'autres exemples. Il arriva qu'un de ses élèves de la bonne école vint prêcher l'Avent dans un monastère de la Visitation. C'est un prêtre. Bon. Les mots grecs voltigeaient sur ses lèvres presque aussi nombreux que les mots français. Il ne citait les auteurs grecs que par leur langue originale. De plus, il changeait en terminaison française quantité de mots grecs. Et Monseigneur donne des exemples avec humour. Par exemple, il se servait ordinairement de ces mots. Philafti, antipéristase, aphthosie, élanché, analyse, simiste, théodidacte, autonomasie, anthanasie et autres semblables. Ces bonnes filles, les sœurs, étonnées d'entendre un langage qui leur était si peu connu, prenaient le prédicateur pour un nouveau prophète que Dieu leur avait envoyé. Et de l'admiration, on passe au désir de l'imitation. L'intelligence avait tellement disparu des cervelles qu'on imitait ces bêtises. Alors aux dénominations grecques et romaines, des choses les plus usuelles se joignent les noms classiques donnés aux choses d'un ordre plus relevé. Pendant que sur les lèvres du peuple viendront se placer 20 fois le jour les mots de litre, de gramme, de mètre avec leurs nombreux composés, la bourgeoisie et le monde officiel diront musée, Athénée, Prytanée, génie, gymnase, cirque olympique, panthéon, hippodrome, apothéose, triumvir, décemvir, comice, municipalité, préfet, dictateur, consul, tribunal, sénat, empereur, plébiscite, sénatus, consulte et une foule d'autres mots non moins classiques que les idées dont ils sont l'expression. La capitale et les provinces parleront bientôt le même langage. Donc on change tout. Alors il donne certains exemples, je n'ai pas le temps de revoir tous les exemples donnés par Monseigneur Gaume, j'en cite certains pour vous montrer le degré de bêtise de ces gens-là. Dans les départements, Saint-Malo s'appelle Port-Malo, parce que les révolutionnaires, évidemment, suppriment tous les noms de saints. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire en 2020. Lyon devient commune affranchie. Saint-Denis devient Franciade. Bourg-la-Reine, Bourg-Libre. Bourg-en-Bresse, Bourg-Régénéré. Sarre-Louis, Sarre-Libre. Moulins-en-Gilbert, Moulins-la-République. Château-Chinon, Chinon-la-Montagne. Saint-Pierre-le-Moutier devient Brutus-le-Magnanime. La petite ville de Bourbon-Lancy obtient de la Convention la faveur de changer son nom odieux insupportable en celui de Bellevue-les-Bains. Comprenez, Bourbon, ça rappelle trop le royalisme. Montreuil-sur-Mer, non moins heureuse, va s'appeler Montreuil-la-Montagne. À Paris, par exemple, autre exemple donné par Monseigneur Gaume, le palais national s'appellera le temple du républicanisme, la place du Parvis Notre-Dame, place de l'humanité républicaine, la halle, place de la frugalité républicaine. Les rues adjacentes, pour la première, seront les rues de la générosité, de la sensibilité, pour la seconde, celle de la tempérance, de la sobriété, et s'ensuivra de là que le peuple aura à chaque instant le nom d'une vertu dans la bouche et bientôt la morale dans le cœur. Le 4 novembre 1792, Charles Le Villette, autre exemple donné par Monseigneur Gaume, député à la Convention nationale, assisté de témoins après non, je n'explique pas tout parce que ce serait trop long à expliquer. Donc,
il donne des exemples encore de noms qui sont changés. Et ils vont donner ces noms républicains pour enlever les noms catholiques. Donc on va donner des noms républicains pour enlever, dit Monseigneur Gaume, les Dominiques, les Thomas d'Aquin et tous ceux inscrits au martyrologe. Alors là, ça va sur pesant de cacahuètes. Il cite un texte du 12 novembre 1792. Écoutez bien, jusqu'à va la bêtise humaine. Le citoyen Lebrun, ministre des Affaires étrangères, a présenté à la municipalité sa fille née d'hier. Et on lui a donné le nom, mignon tout plein, de Civilis Victoria Gemap Tumoriez Lebrun. L'officier civil se permet de baptiser. Baptême civil, baptême républicain. On se croirait en 2020. Nous citerons un seul de ces baptêmes républicains. Voilà le texte, cité par Monseigneur Gaume. J'ai fait les demandes suivantes en qualité de parrain de ma reine. Êtes-vous républicain, républicaine? Les parents, sur quoi ont répondu oui. Que me présentez-vous? Une républicaine. Que demandez-vous pour elle? La République une et indivisible, la liberté, l'égalité, la mort aux tyrans couronnés et à tous leurs satellites. Jurez-vous, parents, que vous donnerez l'éducation républicaine aux nouveau-nés et que vous l'entretiendrez si en cas de père et il parle au parrain révolutionnaire. Jurez-vous de donner l'éducation républicaine aux nouveau-nés et que vous l'entretiendrez au cas où leur père et mère seraient morts pour la patrie jusqu'à ce qu'elle pourrait en prendre vengeance. Et en clôture, l'officier public, levant le bonnet de la liberté, le mettant sur la tête de l'enfant nouveau-né, dit « Égalité, ainsi baptisé, au nom de la République, une et indivisible, mort à tous les tyrans, couronnés de la terre, vive la République ». Ils sont devenus fous, et on est devenus aussi fous qu'eux en 2020. Et donc suivent les noms des nouveau-nés. Alors Monseigneur Gaume va expliquer qu'ils se divisent en 4 classes, les noms païens, les noms des héros de la Révolution, les noms des calendriers républicains, les noms des productions de la nature. Prenez la liste des rues des grandes villes, vous allez voir ces noms qui sont partout. Donc on supprime systématiquement tous les noms de saints, tous les noms qui rappellent de près ou de loin la religion catholique. Alors Monseigneur Gaume a donné une liste de noms absolument ahurissante. Alors je n'ai pas le temps de voir tout ça, ce serait beaucoup trop long. Multipliez 100 000 fois ces différents noms, surtout ceux des païens, vous aurez une idée à peu près exacte du martyrologe révolutionnaire. Telle est la nomenclature des patrons et des patronnes qu'après 18 siècles de christianisme, le peuple le plus spirituel de l'Europe juge convenable de choisir à ses fils et à ses filles. Les protestants donnent en général à leurs enfants des noms de l'Ancien Testament. David, Salomon, Jacob, Abraham. Cet usage n'est pas catholique, mais il est encore chrétien. La Révolution, arrivant droit au paganisme et au naturalisme, proclame une fois de plus, dit Monseigneur Gaume, qu'elle est fille non de la Réforme, mais de la Renaissance. Dans le fait, si un Grec ou un Romain revenu sur la terre compulsait les registres de l'état civil de la métropole des Lumières, ne se croirait-il pas dans son propre pays? Monseigneur ici donne une phrase qui est à mon avis très importante. On rapporte, dit-il, qu'un philosophe païen, voyant un enfant mal élevé, se tourna vers le père et lui donna un soufflet. Si la Révolution, remarque Monseigneur Gaume, si la Révolution est coupable de ces aberrations que nous venons de signaler, la Renaissance, sa mère, est-elle innocente? Qui avait appris aux jeunes Spartiates de 1793 que les non-païens étaient les plus illustres et les seuls qui convinssent à des hommes libres? La Renaissance. Qui avait, dès l'enfance, fait retentir à leurs oreilles ces noms fameux comme synonymes de génie, de la grandeur d'âme, du courage et de la vertu? La Renaissance. Qui leur avait donné l'exemple de changer leur nom chrétien en nom païen? La Renaissance. Sans doute, on avait vu à différentes époques quelques pédants s'appelaient entre eux Virgile ou Cicéron, mais avant le XVe siècle, l'Europe n'avait jamais vu toute la gent lettrée devenir anabaptiste, se dépouiller à l'envi des noms consacrés par l'héroïsme chrétien pour s'affubler des noms des dieux et des hommes du paganisme. Par un point ou par un autre, dit Monseigneur Gaume, chacun veut être antique. Dès l'abord, on propose sérieusement d'interdire l'usage de l'italien, de rendre obligatoire l'antique langage du latium. Les lettrés à l'envi changent leur nom chrétien pour prendre des noms païens.
À Rome et à Florence surtout, il y a des baptiseurs officiels qui transforment les étudiants venus d'Angleterre, de France ou d'Allemagne en personnages de la Grèce et de Rome. Il donne plusieurs exemples. Pietro Buonamico de Calabre s'appelle Julius Pomponius Laetus. Il fonde une académie dont tous les membres doivent, comme condition nécessaire d'admission, prendre un nom grec ou romain. Le fameux Rüchlin arrive d'Allemagne et à peine entré à l'école des Grecs, il reçoit Dermolao Barbaro, le nom classique de Capnion. L'anglais Jean Caille devient Janus Caius. Pour montrer qu'il est de race romaine, Georges Merlani, né dans le Milanais, change son nom de famille en celui de Merula. Cette généalogie fabriquait pour lui un titre de gloire dont il s'applaudit plus sérieusement qu'un grand seigneur des titres de noblesse. Les protestants, qu'on a bien à tort donnés comme ennemis de la Renaissance, ne se montraient pas moins jaloux de porter des noms classiques. Ainsi, il donne l'exemple d'un des plus célèbres lettrés de la secte Schwarz, qui reçoit de Luther lui-même le nom grec de Mélanchthon. On vient ensuite toute une armée de lettrés, de philosophes et de pédagogues, modérateurs de l'opinion, qui pendant 2 siècles familiarisent l'Europe avec tous les noms d'antiquité, qui habituent la jeunesse à les prononcer comme les synonymes de la grandeur et de la gloire. Voilà ce qu'a fait la Renaissance. La Révolution a-t-elle fait autre chose? Ajoutons que si les démagogues de 1793 prenaient au grand sérieux leur nom païen, ils ne faisaient encore qu'imiter les renaissants. Jamais enfant de la foi catholique ne s'est montré plus jaloux, jamais enfant de la foi ne s'est montré plus jaloux de son nom de baptême que les fils de la Renaissance de leur nom classique. Quel malheur, mes bien chers frères. Quel malheur. Pour les lettrés de cette époque, devenir renaissant, c'est-à-dire prendre les principes de la Renaissance, c'était prendre une vie nouvelle. Renaissance, nouvelle naissance. S'initier à une autre société, embrasser une sorte de sacerdoce, que le plus beau présent que Dieu ait fait aux hommes, ce n'est pas l'évangile, mais la littérature classique. Que les joies de la famille, que les délices de l'Eucharistie ne procurent pas à l'âme autant de contentement que la lecture d'Homère et de Virgile. Écoutez la conclusion de ce volume par Monseigneur Gaume. Quand on voit de graves magistrats prendre au sérieux de pareilles billevesées, comment calculer l'influence de semblables discours et surtout de semblables exemples sur les imaginations de 15 ans? Ne dites pas que c'était là des simples passes dans le tournoi littéraire, des tours curieux de la gymnastique intellectuelle, des jeux d'imagination, un fanatisme ridicule et sans conséquence. Voulez-vous savoir quelle a été la jeunesse de collège et par elle sur la société? Quelle a été sur la jeunesse de collège et par elle sur la société européenne l'influence de ces belles choses reproduites à son usage pendant plus de 2 siècles sous 1000 formes variées? Interrogez la Révolution. Histoire du passé, elle vous dit, je suis sorti de l'éducation classique, comme Minerve du cerveau de Jupiter, toute vivante et armée de toutes pièces. Constitution, loi, institution sociale, fête, langage, nom, mœurs, costumes, principes et application de principes, je lui dois tout. Prophétie de l'avenir, elle ajoute « même cause, mêmes effets ». Sous prétexte de beaux grecs, de beaux latins, de belle poésie, de belle littérature, continuez de mettre pendant 8 ans en contact avec les idées républicaines, démocratiques, naturalistes et socialistes la jeunesse qui fait l'opinion, et tenez pour certain que vous me reverrez tel que vos pères m'ont vu en 1793, tel que vous-même m'avez entretenu en 1848, et peut-être plus belle, avec mes aspirations républicaines et mes maximes démocratiques, avec mes fantômes de liberté et d'égalité, ma haine de l'ordre religieux, de l'ordre social, avec mes fêtes et mes bœufs aux cornes dorées, et, en ce qui n'est pas moins certain, avec mes Gracchus et leurs lois agraires, avec mes triumvirs et leurs proscriptions, avec mes Brutus, mes Sévola, mes Timoléons et leurs poignards, je ne suis pas morte pour revenir, je n'en attends qu'un signal, c'est à vous de voir. Je suis grecque, je suis romaine. Tel est l'éternel refrain que la Révolution nous a répété en déroulant devant nos yeux l'ensemble des détails de son œuvre de reconstruction religieuse. Même tendance, même langage dans son œuvre de reconstruction sociale. Les 5 phases que présente l'existence sociale de l'ancienne Rome, la royauté, la république, le décemvirat, le triumvirat et l'empire, nous les retrouvons fidèlement reproduites dans l'existence sociale de la République française. Monseigneur Gaume reprend en conclusion ce qu'il avait expliqué en introduction de son volume. Rome abolit la royauté, la République française abolit la royauté. Rome, par ce fait, s'attire la guerre étrangère et intérieure. La République française a le même sort.
Rome, après l'abolition de la royauté, proclame le gouvernement républicain. La République française imite cet exemple. Rome tombe successivement sous la domination des décemvirs et des triumvirs. La République française n'échappe pas à cette destinée. Rome finit par courber la tête sous le sabre d'un empereur, maître absolu, qui absorbe en lui tous les pouvoirs. La France République devient l'Empire français, dont le chef exerce sous contrôle la puissance souveraine. Rome, dont les maximes et les exemples démocratiques sont une insulte et une menace pour les rois voisins, soutient la guerre contre eux, le fait avec énergie et la conduit avec succès. La République française fait, par sa conduite et par ses discours, un appel à l'insurrection générale des peuples, à la destruction des rois. La guerre s'allume entre elle et l'Europe, elle la soutient pendant quelque temps avec une vigueur terrible. Rome fait une guerre païenne, c'est-à-dire spoliatrice et miséricordieuse. La République française porte partout la spoliation, la dévastation, la cruauté, au point de ne plus faire de prisonniers. Rome confisque non seulement les libertés, mais encore les propriétés des vaincus, et avec la guerre, elle nourrit la guerre. La République française fait servir les riches dépouilles de l'Europe à payer ses soldats, à fabriquer des armes et de nouveaux moyens de destruction. Rome paye ses soldats avec une monnaie qui rappelle des noms et des faits patriotiques. La République française, qui veut être romaine, paye ses soldats avec une monnaie qui rappelle les noms et les faits de l'ancienne Rome. Rome veut que tous ses citoyens soient soldats. La République française décrète que tout Français est soldat. Rome récompense ses armées en déclarant qu'elles ont bien mérité de la patrie. Ses soldats en leur donnant des couronnes de chêne, ses généraux en leur décernant les honneurs du triomphe. La République française se sert exactement des mêmes moyens pour récompenser ses armées, ses soldats, ses généraux. Rome met le comble aux honneurs qu'elle accorde à ses guerriers en faisant leur apothéose. La République française a des apothéoses pour les vertus guerrières. Rome, tout en faisant la guerre au-dedans et au-dehors, se donne une constitution dont elle demande les éléments aux républiques de la Grèce. La République française, tout en faisant la guerre, travaille à une constitution dont elle demande les éléments aux républiques de l'Antiquité. Rome se donne une constitution basée sur la souveraineté du peuple avec toutes les conséquences qu'entraîne cette souveraineté, et Rome vit dans les dissensions intestines qui ne finissent qu'avec elle. La République française donne le même principe à sa constitution et jusqu'à la fin subit les mêmes conséquences. Et Monseigneur Gaume termine ce troisième volume par les lignes suivantes. Rome a un droit civil emprunté des Grecs, comme son droit constitutionnel. Entre autres choses, ce droit proclame le jury, le partage égal des biens paternels entre les enfants et consacre le divorce. La République française a son droit civil emprunté de l'Antiquité. Comme son droit constitutionnel, et ce droit proclame le jury, le partage égal et consacre le divorce. Rome a des institutions sociales qui traduisent aux yeux du peuple sa constitution et ses lois. Ces institutions en général sont les fêtes, les apothéoses, les usages. La République française a aussi ces institutions sociales qui popularisent en les fixant les principes et l'esprit de sa constitution et de ses lois. Ces institutions, ces fêtes, apothéoses, usages, sans exception aucune, sont renouvelés des Grecs et des Romains. Rome a un langage romain, empreint de son caractère, de sa croyance religieuse, de ses souvenirs nationaux, appropriés à son génie et à ses besoins. Ses enfants portent les noms de leurs pères. Romains, ils sont romains de mœurs, de langage, de costumes et de dénominations. La République française abjure le langage français et prend un langage romain empreint du caractère de l'ancienne Rome, de l'ancienne Grèce, de leurs croyances, de leurs souvenirs nationaux. Pour se transformer complètement dans ces modèles, elle veut qu'au lieu de conserver les mœurs et le costume de porter les noms de leurs pères, les enfants des républicains français revêtent le costume, adoptent les mœurs, portent les noms des dieux et des déesses, des héros et des héroïnes de l'Antiquité classique. Telle est, vue d'un coup d'œil, d'ensemble, la Révolution française dans son œuvre de reconstruction sociale. Où l'histoire est une lettre morte, où ces faits signifient dans la bouche de la Révolution. Qu'ai-je pu faire de plus pour apprendre au monde que dans l'ordre social aussi bien que dans l'ordre religieux, je suis grec, je suis romaine. Si vous lui demandez comment après 18 siècles de christianisme au milieu d'un monde chrétien, elle est grecque et romaine, elle vous répond avec assurance « Je le suis parce qu'on m'a appris à l'être ». Je le suis malgré mon éducation maternelle, malgré les traditions de mon pays, malgré la soutane blanche ou la soutane noire de mes maîtres, je le suis uniquement en vertu de mon éducation de collège. Alors mes bien chers frères qui m'écoutez et qui écoutez Monseigneur Gaume plus exactement, réfléchissez et tirez-en les conséquences pour vous
et pour vos enfants. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.